Donc, les conclusions des assises nationales et les recommandations de la CNRI. L'objectif, c'était vraiment de les remettre au centre du débat national en prévision justement de l'élection de février 2024. Donc, ce n'est plus nous, on est apparu dans l'espace, au fond, en même temps au début de la présidence de Macky Sall, en 2012. 2013, nous avons commencé à avoir une ligne éditoriale qui était extrêmement claire, qui était une ligne de pluralisme, mais avec un seul objectif, celui de soutien à la bonne gouvernance démocratique. C'était la seule exigence éditoriale. Nous acceptions toutes sortes d'idées, toutes sortes de positions, dès lors qu'on était, bien entendu, dans une éthique, dans une déontologie d'écriture ou de propos, mais qui, fondamentalement, nous soutenions toutes les questions liées à la bonne gouvernance démocratique. C'était la seule exigence. Ce qui fait que, bon, l'une des forces, je pense, de CNE+, ça a toujours été d'avoir une pluralité de points de vue, d'avoir une pluralité d'opinions. Nos éditorialistes, il y en a qui étaient au pouvoir, il y en a qui étaient dans l'opposition, il y en a qui étaient dans la société civile. Seydou, merci de prendre les gens qui rentrent là, parce que je vois ça sur mon écran et si tu ne le fais pas, ça me distrait. Voilà. Merci. Ouais, merci. Mhm. Donc, donc c'est un peu dans ce cadre-là que ce n'est plus est né. Et on a tout de suite commencé à travailler sur les questions d'ordre programmatique par rapport aux transformations sociales du pays, à ce qu'on considérait comme étant les enjeux les plus importants. On a accompagné, on se souvient à l'époque, il y avait une exigence sociale par rapport à la, à la reddition des comptes, comme on disait à l'époque. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que très rapidement, on s'est rendu compte que au fond, la nouvelle administration, celle de Macky Sall, pour ne pas le nommer, a très vite commencé à utiliser le système judiciaire, à instrumentaliser la justice à des fins politiques. Dans un premier temps, il y avait un soutien politique, notamment avec les procès autour de Karim Wade, mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça s'est limité à Karim Wade et qu'au fond, il n'allait pas jusqu'au bout de sa logique. Ensuite, il y a eu l'affaire avec Khalifa Sall et les choses n'ont fait qu'empirer. Alors, avant que l'on en arrive à ce stade-là, au niveau de CNE+, anticipant sur l'élection de 2019 et continuant notre réflexion sur les questions clés de développement, on a travaillé sur l'élection de 2019, on a commencé à la préparer 2 ou 3 ans avant et on a sorti après ce fameux livre-là, Enjeux 2019-2024. On s'est focalisé sur les questions liées à l'enfance, liées aux femmes, la question des langues nationales, les questions d'ordre culturel, l'économie, la politique, la question des institutions. Mais à ce moment-là, on était dans une sorte de cartographie de l'espace public du pays, et de l'espace même programmatique, je pourrais dire, du pays, parce qu'on pensait que c'était cela le plus important à ce moment. Mais très rapidement, on s'est rendu compte, notamment avec le deuxième mandat de Macky, qu'au fond, il fallait revenir un peu en arrière même, ce n'est même plus une question maintenant d'orientation dans les différents secteurs qui sont mentionnés dans cet ouvrage-là que je recommande à tout le monde, qui est un ouvrage de référence fort important. La plupart des co-auteurs de cet ouvrage sont membres fondateurs de Sursaut au demeurant. Donc, on s'est rendu compte très rapidement qu'au-delà des questions programmatiques, il y avait une question d'environnement, il y avait une question de règles du jeu global. Que donc, avant même que l'on ne parle de quelle devrait être notre politique par rapport aux questions de l'enfance, par rapport à la question des femmes, par rapport à la question de l'environnement, des langues nationales, les questions économiques, la question du CFA, les questions de sécurité, les questions de relations internationales, les questions de politique, bref, tous ces sujets qui ont été abordés avec beaucoup de brio dans ce bouquin, on se rend compte qu'au fond, on a un préalable même que l'on n'a pas encore réglé, c'est vraiment le cadre
constitutionnel, le cadre institutionnel dans lequel on peut évoluer, donc les règles du jeu qui nous permettent de vivre ensemble dans une certaine harmonie pour pouvoir maintenant nous engager dans ce type de réflexion et dans ce type d'action. Et c'est là où s'est posé de manière évidente pour nous, en tout cas, la question des assises et la question de la CNRI. Donc, c'était pratiquement presque une sorte de retour en arrière. On se disait, au fond, les questions sur lesquelles les assises et la CNRI ont réfléchi, au fond, nous n'avons pas évolué. C'est pour ça que dans le livre, en fait, le sous-titre, c'est quoi? C'est Enjeux 2019-2024. Le sous-titre, c'est Sénégal, réflexion sur les défis d'une émergence. Mais avant d'avoir même une émergence, il faut avoir déjà un cadre dans lequel cette émergence peut être accueillie, peut être articulée. Et je crois que malheureusement pour nous, malheureusement pour les Sénégalaises et malheureusement pour les Sénégalais, on s'est très, très rapidement rendu compte, notamment dans le deuxième mandat de Macky, qu'il n'y avait pas d'acquis à ce niveau. Il y avait une remise en cause systématique sur les 12 ans de la gouvernance de Macky. Il y a eu une remise en cause qui allait crescendo des fondements même de l'État démocratique, de l'État, des institutions de ce pays. Donc, du coup, il devenait absolument vital, nous semble-t-il, de remettre à l'ordre du jour les assises nationales et les travaux de la CNRI, la refondation des institutions, mettre fin à l'hyper-présidentialisme et pour pouvoir créer les conditions d'un développement et pour pouvoir maintenant entrer maintenant à ce niveau-là auquel nous pensions pouvoir être déjà au niveau des programmes, au niveau des différentes politiques, des différentes orientations dans les différents secteurs. Alors, c'est comme ça qu'on en est arrivé à cette conclusion. Et depuis à peu près 1 an et demi, on a pris contact avec le directoire des Assises nationales en leur disant comment on pourrait, en faisant un certain nombre de suggestions sur comment on pourrait remettre les Assises nationales et les travaux de la CNRI à l'ordre du jour. Dans un premier temps, ce n'est plus, étant essentiellement un organe de presse. Pour nous, il s'agissait de simplement relancer les contenus, de les remettre sur la place publique. Et on est allé maintenant bien au-delà de ça. Et c'est dans cette mouvance-là qu'avec notamment Mamadou Ndoye, à la demande, je crois que là encore, je crois que le F24 était également de la partie quelque part. Et on a décidé de créer tout naturellement. En fait, ça ça s'est enclenché tout naturellement. On a décidé de créer Sursaut citoyen. Et donc, du coup, ce projet-là, même si au départ c'était un projet CNE+, en connexion avec le directoire des assises, naturellement, Sursaut en a assumé le leadership et ça a été pour le mieux. Et comme vous le savez, on a vraiment fait un travail depuis 6 mois, je dirais, depuis l'existence de Sursaut, depuis à peu près 6 mois, 7 mois. On a fait un travail, je crois, qui a été fort important et je crois fort apprécié. Je ne vais pas revenir sur toutes les étapes du travail collectif que l'on a fait parce que Mamadou Loum l'a. Je crois que c'était lundi, lors d'une de nos rencontres, a fait ces développements-là, a fait tous ces rappels. Donc, mais on a tout de suite décidé de se mettre en coalition avec les autres forces de la société civile et pour pouvoir prendre en charge les conclusions des assises et les recommandations de la CNRI, les remettre à l'ordre du jour. Alors, c'est ainsi que l'on a élaboré ce pacte de bonne gouvernance démocratique qui s'inspire essentiellement des assises nationales et des recommandations de la CNRI. On a décidé de le faire signer par l'ensemble des candidats à la présidence. Il y en avait à l'époque 20. Sur les 20, il y en avait, je crois, 12 qui s'étaient engagés, soit par signature directe, soit par proclamation publique, dans la première réunion qu'on avait organisée, dans l'une des premières réunions organisées à l'Harmattan. Ensuite, on est retombé à 19, comme tout le monde le sait. Et sur les 19, je crois qu'aujourd'hui, on en a 11. Je crois qu'on en avait 10 et on en a 11. Je sais que le candidat du PUR, hier, est venu signer au, au QG. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont venus signer entre-temps et je ne suis pas au courant. Nous sommes à 12. Il y a Mamboy qui a signé aujourd'hui. C'est qui le 12e? Mamboy. Il n'y a pas de pur, À c'est pas Mamboy. pur. OK, voilà. Donc on est à 12 sur 19, ou si vous préférez, 11 sur 17.
selon qu'on considère comment on apprécie la candidature de Cheikh Tidiane Dièye et de Habib Sy. Donc, c'est plus la majorité des candidats qui ont signé ce pacte-là. Donc, ce séminaire-là, il se tient à un moment où c'est tout le processus préélectoral qui se termine. Et maintenant, on va à la phase post-électorale, qui, de mon point de vue, est de loin la plus importante. On fait tout le travail que l'on a fait jusque-là. C'est vraiment pour préparer la phase dans laquelle nous entrons maintenant, qui est la phase post-électorale, qui est du reste de loin la plus importante, parce que c'est là où on peut obtenir de véritables résultats au bénéfice du pays. Et donc, c'est pour ça que ce séminaire, à mon avis, est extrêmement important. S'il n'y a pas de deuxième tour, ça sera littéralement notre dernière rencontre avant la phase post-électorale. S'il y a un deuxième tour, ça nous donne encore 2 ou 3 semaines où l'on pourra affiner notre approche, affiner notre stratégie et répondre à toutes les questions là dont tu as parlé, que tu as posées, Dior. Et on aura un peu plus de temps pour le faire. Mais on est obligé de se placer dans les deux hypothèses. On peut parfaitement se retrouver dans une... Il y a peu de chances de mon point de vue, mais ça c'est juste un point de vue personnel. Mais il est tout à fait possible, théoriquement en tout cas, qu'il n'y ait qu'un seul tour. Et ça serait notre dernière rencontre préélectorale. Alors, donc, par rapport aux questions que tu as posées, personnellement, j'en rajouterai d'autres ou j'en reformulerai d'autres en termes peut-être comment dire, plus actionnables. Donc, si tu permets que je le dise comme cela, les questions qu'on doit se poser aujourd'hui et même après, et même dans la phase post-électorale, c'est comment, comment assurer le portage du pacte, euh, comment maintenir la mobilisation, une mobilisation minimum de la société civile. Moi, j'avoue, comme je l'ai souvent dit dans nos séminaires, que c'est l'une de mes grandes obsessions parce que euh, quand on a l'expérience des mouvements démocratiques, il y a des moments de flux, il y a des moments de reflux. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, il y a un problème de mobilisation. On l'a vu, Lamine Loum l'a rappelé, comment même au niveau des assises, à un moment, les gens étaient complètement démobilisés. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons pour cela. Avec une nouvelle administration, certains membres de la société civile, certains acteurs politiques clés seront cooptés par la nouvelle administration. Ça va diminuer nos forces, ça va diminuer nos capacités de mobilisation. Ce n'est pas une critique que je fais, au contraire. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il y en ait même qui aille avec la nouvelle administration et qu'on puisse avoir des alliés dans la nouvelle administration. Mais tout simplement, je sais que ça peut avoir un effet démobilisant dans nos rangs. Donc, il faut vraiment qu'on puisse anticiper ça. Donc, comment maintenir un minimum de mobilisation de la société civile? Comment intégrer, comment interpeller et comment même interagir avec la nouvelle administration, quelle que ce soit la continuité du pouvoir d'aujourd'hui ou que ce soit un candidat qui a déjà signé le pacte donc, de l'opposition, quels que soient ces gens, comment les approcher, comment être en partenariat avec eux dans une certaine mesure pour pouvoir obtenir les résultats que l'on veut, notamment fixer ensemble de manière consensuelle les règles du jeu qui nous permettent de le vivre ensemble dans le pays. Comment s'allier aux forces politiques? Moi, je crois que ça, c'est une question essentielle. Je sais que c'est une question sur laquelle la société civile est souvent frileuse. La société civile est toujours un peu, elle se méfie toujours un peu des politiques. Moi, je n'ai, c'est pas une question, c'est une question que j'ai jamais prise très au sérieux parce que je considère que d'abord, les gens de l'espace politique sont membres de la société civile. Il y a même parmi les gens très actifs de la société civile, des gens qui sont actifs aussi dans des partis politiques. Je ne vois pas de contradiction, je ne vois aucun antagonisme entre les deux, bien au contraire. Donc, il y a un moment où la société civile, si on veut pousser à la transformation, si on veut pouvoir être dans un portage de la transformation sociale, il va falloir trouver des formules pour s'allier aux forces politiques. Donc, moi, je pense qu'il y a cette réflexion. Comment donc s'allier aux forces politiques? Comment développer un partenariat pour pouvoir mettre la pression et pour pouvoir assurer une mobilisation qui nous permette d'arriver
à ce que l'on souhaite dans le cadre de la nouvelle administration. Et maintenant, bien entendu, la dernière question que j'ai ici, c'est comment mutualiser les forces de la société civile qui pourraient constituer le noyau et assurer le leadership. Parce que le rôle de la société civile, il faut le rappeler, les assises nationales, pour les assises nationales, c'était une initiative politique, mais très rapidement, la société civile a assuré le leadership, a pris le leadership à la fois intellectuel et même politique, et en termes de mobilisation, de la direction des affaires, notamment avec le Forum civil et autres. Donc, je pense que la société civile a un rôle de leadership à jouer parce qu'elle apporte une certaine crédibilité du fait de son caractère non partisan qui rassure les différents acteurs. Donc, moi, je pense que voilà un peu, je voulais très rapidement, j'ai été peut-être un peu long, Georges, je m'en excuse. Je voulais très rapidement donner un peu le contexte dans lequel on a fait ce travail-là, les objectifs qui sont les nôtres. Et je pense que de toutes les manières, dans sa synthèse à la fin, après les interventions de tous, Mamadou Ndoye, quand il interviendra, le reprécisera par rapport à ce que les gens ont dit, mais également par rapport à ce que l'on a tenté de faire jusque-là. Voilà, je te remercie, Joe. Merci à toi, René, pour ce rappel qui est extrêmement important, surtout pour ceux qui n'avaient pas assisté à nos premiers séminaires du mois de novembre ou décembre, je crois. Donc, c'est important qu'ils soient au courant de tout ce qui a été fait.